Donc Maurice Grunewald l'indiquait dès l'introduction de cette journée, il est toujours très important de se rencontrer, de dialoguer, d'échanger des points de vue pour construire des réponses adaptées, fondées sur l'intelligence partagée. C'est aussi ça, l'intérêt d'une telle journée. Et c'est exactement dans cet esprit que nous allons poursuivre nos travaux en ouvrant la dernière grande séquence dédiée à la discussion autour d'une table ronde, où vous pourrez aussi participer évidemment aux discussions tout à l'heure. Je vais inviter les deux jeunes femmes qui ont accepté de dialoguer avec moi sur scène, Claude Notaire et Violaine Philippe, si vous voulez bien. Mesdames, on vous applaudit pour vous encourager. Et je vais vous inviter à me rejoindre ici, dans notre petit salon. Prenez place. Bonjour. Mettez-vous au centre. C'est vous les stars. Bonjour, mesdames. Claude Notaire, je crois que c'est vous, madame. Vous êtes la directrice des ressources humaines du groupe Caravenu. Est-ce que j'ai juste ? Alors même si je sais que beaucoup de personnes ici présentes connaissent évidemment Caravenu, ce jeune groupe automobile centenaire, peut-être que vous pourriez tout de même nous rappeler les grandes caractéristiques de cette constellation, je l'appelle comme ça, qui rayonne dans le Grand Est, au Luxembourg, en Belgique. Qu'est-ce que vous nous dites ? Et on a un micro, bien sûr. Eh bien, oui, vous l'avez dit, c'est un groupe centenaire qui a fêté ses 100 ans en 2020, qui rayonne donc dans le Grand Est, la Belgique, le Luxembourg et maintenant la Suisse. Donc avec 2600 collaborateurs, 1,8 milliard de chiffre d'affaires, 80 000 voitures vendues et plus de 23 marques distribuées. Voilà. Une petite TPE qui monte tranquillement. Tranquillement. Violaine Philippe, vous êtes la secrétaire générale de la CAPEB Moselle, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, membre de l'UDP Moselle, l'Union des entreprises de proximité. Vous représentez les intérêts, j'ai compté, de plus de 7000 entreprises du bâtiment dans le département. J'espère que j'ai bien vérifié les chiffres. On rappelle vos grandes missions. Oui, donc déjà, bonjour à toutes et tous. Effectivement, la CAPEB, c'est une organisation professionnelle patronale. On défend, représente et accompagne les entreprises, un peu plus de 1000 adhérents en Moselle, même si effectivement on défend les intérêts de toutes les entreprises, forte de 11 collaborateurs. Nos missions, on peut les rapidement, donc une mission syndicale où on fait du lobbying auprès des leaders d'opinion, donc les parlementaires notamment. Et puis à côté de ça, on a on offre beaucoup de services à nos adhérents avec un grand rôle d'accompagnement sur les domaines de la formation, de la qualification et bien entendu du juridique. Mesdames, on va faire un premier tour d'horizon sur les sujets du jour. Si vous voulez bien, j'aimerais recueillir votre appréciation sur ce que vous avez déjà entendu depuis ce matin ou depuis que vous êtes arrivés en tout cas, vos premiers ressentis déjà sur finalement l'opportunité d'un tel dialogue proposé par le fonds de dotation Merci. Madame Notaire. Je crois qu'aujourd'hui, ça fait partie des préoccupations qui sont au centre de l'entreprise, que ce soit la sécurité ou que ce soit les conditions de travail. Dans le cadre du recrutement tel qu'il existe aujourd'hui, et c'est très important pour les candidats, les conditions de travail, on le voit de plus en plus. La sécurité, nous, que ce soit dans nos ateliers ou sur les plateformes, c'est quelque chose qui est aussi fondamental parce que les métiers changent. On va sur de l'électrique, donc il faut aussi s'adapter. Et puis, vous avez parlé, j'étais très attentive à ce qui a été dit au niveau du télétravail. Et effectivement, le monde a changé, très clairement. Depuis le Covid, il y a eu un accélérateur et aujourd'hui, je pense qu'on a passé un cap. On ne reviendra plus en arrière sur certaines choses. Alors, on laissera les juristes gérer ça, mais en tous les cas, dans l'organisation de l'entreprise, c'est évident qu'on ne reviendra plus en arrière. On va revenir sur ces sujets, bien sûr. Violaine et Philippe, quelles sont les grandes problématiques ? Peut-être vous souhaitez réagir aussi, finalement, sur ce qu'on a entendu, mais je sais que vous êtes arrivés assez tard, je ne vais pas vous mettre dans la difficulté. Mais... Collectivement, je pense qu'on sait tous que c'est une opportunité de parler de sécurité et de santé au travail. C'est important de le faire, et collectivement, je crois que c'est ça le mot qui est important, qu'on a souvent prononcé depuis ce matin. Les grandes problématiques actuelles en matière de sécurité et de santé dans le monde artisanal, et particulièrement dans le monde du bâtiment, bien sûr, c'est quoi ? Alors, c'est sûr que dans le bâtiment, les questions de santé et sécurité, c'est
quotidien. Je veux dire, on parle d'équipements de protection individuelle au quotidien. C'est des notions bien ancrées. Alors bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut que les employeurs prennent vraiment tous conscience, et les salariés également, de l'importance de ces équipements de protection. Donc, la principale problématique, elle reste la même, c'est d'éviter l'accident de travail, ça c'est sûr. Néanmoins, sur les dernières années, on a également une autre problématique parce que les métiers du bâtiment, on les perçoit souvent comme des métiers pénibles, difficiles et accidentogènes. Alors, c'est vrai, mais il faut essayer de changer aussi et inverser la tendance. Parce que si on parle que de ça, notre problématique, nous, c'est une problématique d'attractivité. Et on a besoin que nos métiers soient attractifs, on a besoin d'attirer du monde, on a besoin de plus être en tension, en pénurie de main-d'œuvre. Et donc vraiment, on a un enjeu là de faire changer les mentalités. C'est-à-dire qu'il faut que collectivement, le secteur d'activité, la branche travaille sur la vision de nos métiers pour que ces notions de pénibilité, d'accident soient moins ancrées. Donc c'est un sujet stratégique pour stratégique. Vous, finalement. Alors comment la CAPEB accompagne les dirigeants sur ce sujet? Comment les choses s'organisent sur le terrain très, très concrètement pour sensibiliser, former les personnes? On a beaucoup parlé de la formation ce matin. Oui, alors effectivement, notre principale mission, c'est d'informer les entreprises sur leurs différentes obligations, que ce soit des affichages obligatoires, le document unique, les formations à la sécurité. Mais au-delà de ça, c'est aussi notre rôle, c'est de faire prendre conscience aux entreprises, à leurs salariés, que ça ne doit plus être vécu sous l'angle de la contrainte, de la sanction, de la contrainte. C'est-à-dire qu'on doit vraiment faire changer les choses et de se dire que la santé-sécurité, c'est de la performance pour l'entreprise, c'est un gain de productivité, on l'a entendu, et c'est vraiment important. Il faut qu'on ait tous un dialogue positif sur ces notions de santé-sécurité, sensibiliser de manière conviviale aussi. Par exemple, on va faire un événement au mois de juillet, un barbecue prévention routière. Voilà, c'est des choses aussi pour des TPE-PME qui sont importantes parce que la santé et la sécurité dans des TPE-PME, c'est vraiment important. J'imagine qu'on n'y boira pas d'alcool. Bière sans alcool. Violette Philippe, j'imagine que vous entretenez avec beaucoup de personnes dans cette salle, beaucoup d'institutions représentées dans cette salle, des relations plus ou moins étroites. Je parle d'écosystème de la santé et de la sécurité au travail. Quelles relations et quelles actions concrètes? Je cite personne pour ne mettre personne en défaut, mais... Alors, effectivement, sur ces questions, on est obligé de travailler tous ensemble. Alors, il y a beaucoup d'acteurs. Nos principaux partenaires sont les services de santé et de prévention au travail bâtiment, également l'OPP-BTP, parce qu'on est dans une branche où on a un service de prévention dédié. On travaille également avec la CARSAT et on essaye vraiment de mener des campagnes à des temps tous ensemble pour sensibiliser au mieux les entreprises. Claude Notaire, il y a une grande diversité de métiers chez Caravenu. Comment est-ce que vous appréhendez la sécurité et la prévention pour l'ensemble de vos collègues? Et vous êtes nombreux. Il y a bien sûr le document unique, mais comment tout ça est-il construit et surtout animé? Parce que c'est ça qui compte. Alors évidemment, il y a bien sûr le document unique, mais j'ai envie de dire le document unique, il y a une partie administrative et il faut le faire vivre. Et c'est la base. Voilà, c'est la base. Il faut le mettre à jour, il faut mettre des actions correctives. Et on a l'habitude de dire que en fait, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Et nous, on souhaite aussi associer les représentants du personnel chaque fois qu'on peut le faire pour leur dire, mais aidez-nous sur ces sujets-là. Aidez-nous à faire comprendre que les EPI, c'est important. Hier, j'étais dans un CFA. Il y a aussi un partenariat à avoir avec les centres de formation pour les apprentis. Chez nous, les apprentis, c'est 260 personnes. Donc, il faut que, dès le départ, on les sensibilise et qu'ils comprennent l'intérêt d'aller de porter les EPI, de respecter les procédures, parce que quand vous faites par exemple de l'électrique, il y a toutes les personnes qui sont habilitées, mais il y a aussi les procédures à respecter quand vous gérez un véhicule électrique. Ça change un peu la donne, ça change complètement ça change complètement la donne. Madame Notaire, en tant que DRH, vous vous appuyez bien sûr, j'imagine, sur la chaîne managériale pour rendre efficace l'action en matière de prévention sur le terrain. Alors comment s'opère ce travail? Quel dispositif d'alerte, de vigilance avez-vous mis en place pour repérer peut-être des situations à risque, voire repérer peut-être des signaux faibles aussi? On a parlé tout à l'heure de risques psychosociaux.
c'est pas toujours évident, tout le monde ne s'exprime pas sur la question, mais pourtant il faut les repérer, surtout quand on est DRH. Oui, alors il y a les indicateurs ressources humaines. Vous avez un taux d'absentéisme, voilà, vous avez un turnover, et puis il y a le dialogue social, donc qui doit aussi, pour nous c'est important. Il faut qu'on échange et il faut qu'on ait les informations et il faut qu'on travaille en confiance dans tous ces domaines-là, parce que c'est l'affaire de tous, encore une fois, la sécurité. Vous rencontrez des difficultés pour faire passer les messages, et pour animer, pour gérer cette question de la sécurité et de la santé, et je dirais même plutôt de la prévention. Vous avez un cas peut-être à nous raconter, on va citer personne, et encore une fois, ce n'est pas pour stigmatiser qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais c'est pour comprendre aussi parfois la difficulté qu'on peut avoir, parce qu'il y a une lourde responsabilité aussi sur vos épaules. On peut avoir des difficultés générationnelles. Parce que c'est devenu un sujet important, mais que depuis 10 ou 15 ans. Avant, je veux surtout pas les stigmatiser, mais il y a des gens dans les ateliers qui ont 30, 35 ans d'ancienneté. Il y a des choses, on a toujours fait comme ça. Alors ça, c'est la phrase, on a toujours fait comme ça. Je vois que vous souriez parce que ça doit vous évoquer quelque chose. Ça parle à peu près à tout le monde ici. Mais alors, avec eux, il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie. Et c'est par la répétition, par les managers, les chefs d'équipe et aussi les collègues. Parce que si on s'y met tous, alors c'est pas non plus, faut pas que ça devienne du harcèlement, mais faut que ça devienne quelque chose qui soit compris et que c'est pas pour embêter la personne, c'est que si elle met pas ses bouchons d'oreille, quand qu'elle va faire valoir ses droits retraite, quand vous avez 35 ans d'ancienneté, ça fait partie quand même de votre futur proche. C'est un peu dommage de ne pas pouvoir en profiter parce qu'on a des soucis à ce niveau-là, par exemple. Violaine Philippe, que vous disent les dirigeants quand vous évoquez ces sujets avec eux? Enfin, je peux imaginer, mais je vais vous laisser le dire. Est-ce qu'ils se sentent suffisamment armés? Est-ce qu'ils ne se sentent pas parfois un peu démunis, un peu seuls, et puis tellement chargés de plein de choses, en se disant « Ok, c'est important ce que tu nous dis, mais… » C'est tout à fait ça, c'est OK, on est conscient. En revanche, effectivement, il y a énormément d'obligations qui pèsent sur les chefs d'entreprise. Donc, en termes de temps, voilà, c'est ce qu'on entend souvent. Alors, voilà, notre rôle, c'est aussi de créer des outils pratiques, de les envoyer vers l'OPPBTP, les services de santé et de prévention au travail. C'est vraiment de les accompagner au mieux et essayer de leur dire que c'est un outil de performance et de productivité pour l'entreprise pour que, enfin, le message puisse passer. L'idée de notre colloque, oui, c'est faciliter la vie en fait des gens. C'est ça l'enjeu. Alors l'idée de notre colloque, c'est aussi de nous aider à comprendre ce qui se joue pour demain et après. On est dans une séquence prospective. On a évoqué des transformations importantes, vous les soulignez aussi, dans lesquelles le monde du travail est engagé. Généralisation du recours aux technologies, l'avènement du télétravail, avec dans les deux cas des différences notoires entre les types de métiers et de fonctions. Bien sûr, alors Claude Notaire, comment est-ce que vous appréhendez ces changements significatifs chez Caravenu? Des conséquences aussi sur les gens, sur leur vie au travail et pas que, peut-être aussi sur la cohésion de l'ensemble. Est-ce que vous avez observé des changements, des situations particulières dont on pourrait parler? Oui, les conditions de travail, effectivement, changent. Donc, les gens ont une appréhension qui est un tout petit peu différente en se disant il faut aussi que nous, on change et qu'on voit les choses un peu différemment. Donc, mais encore une fois, il faut les accompagner. Et ça, c'est très, très important. Et là-dessus, les managers de proximité sont vraiment fondamentaux. Alors, on leur demande beaucoup, c'est vrai, mais sur la sécurité, ça commence à être... c'est quelque chose qu'ils font de plus en plus naturellement. Donc ça, c'est important. Et quand la sécurité est respectée, les conditions de travail s'améliorent. Et c'est partagé. Voilà. Violaine Philippe, les situations ne sont pas forcément comparables, évidemment, avec ce que vivent les toutes petites entreprises du bâtiment. Quelles sont leurs réalités? Si je dis par exemple télétravail, des conséquences sur l'ambiance générale, bien sûr que certains travaillent depuis la maison alors que d'autres n'ont jamais la possibilité de télétravailler, source de conflit, comment on gère ça? Je complète ma question, quelles sont les solutions que vous préconisez quand vous réfléchissez collectivement au sein de la CAPEB, dans vos commissions, pour travailler sur ces sujets?
Alors c'est sûr que le télétravail dans le bâtiment, je vois mal un maçon, on va dire, télétravailler, ça c'est certain. En revanche, il peut y avoir des conflits au sein de l'entreprise parce que les fonctions support, donc les fonctions administratives, peuvent télétravailler, alors que les collaborateurs sur le terrain, non. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a dû accompagner les entreprises à gérer ce type de situation. Et il y a pas mal de collaborateurs aussi qui, de ce fait, demandent d'autres avantages sociaux en contrepartie du télétravail. Et ça, c'est nouveau. Contrepartie en termes de facilité horaire, d'autres choses. Donc il faut accompagner. C'est une vraie tendance. Il faut vraiment accompagner les entreprises là-dessus. Ce qu'on conseille toujours, c'est bien entendu favoriser le dialogue. J'ai entendu parler de QVT tout à l'heure et c'est une notion qui arrive vraiment même dans les TPE et PME. Les chefs d'entreprise en font tous les jours sans le savoir de la QVT, mais le dialogue, c'est à mon sens la base. Vous êtes plutôt optimiste? Il faut. Quelles seraient, selon vous, les évolutions à imaginer pour que les aspects de prévention, santé et sécurité ne soient plus accueillis comme des contraintes, mais comme des évidences? Vous semblez le dire, et en même temps, on voit bien toutes les limites aussi de ce raisonnement. En tout cas, pour en faire de réels leviers de performance, c'est aussi un sujet de notre journée pour chaque partie prenante, l'entreprise, le salarié, dans son contexte. Claude Notaire, quel est votre regard? Est-ce que vous avez des préconisations, des suggestions à faire? Mais je pense qu'il faut mettre en avant, effectivement, vous l'avez dit, c'est des leviers de performance. Donc il faut apporter la démonstration que la sécurité et les conditions de vie au travail, quand elles sont bonnes, mènent à la performance. Et une fois qu'on a convaincu les acteurs, les managers, ils vont répercuter parce qu'ils vont vers la performance. Et ça doit faire partie des indicateurs. Et une fois que l'indicateur est identifié, ils se disent oui, effectivement, j'ai moins d'absentéisme, j'ai moins d'accidents du travail, j'ai moins de turnover, donc forcément, ça a une répercussion. Comment on fait dans le bâtiment, dans les petites entreprises, pour changer ce regard petit à petit, cette acculturation dont on parle sur la prévention? Alors, c'est pareil en fait, le terme de performance et prévention, ça doit être vraiment un duo gagnant. Et il y a une étude qui a été faite par l'OPP-BTP, donc notre organisme de prévention, qui disait que pour 100 € investis dans la prévention, il y avait un gain de productivité d'au minimum 200 €. Alors ça peut être que des toutes petites choses. Et l'OPP-BTP, il y a un site internet très bien fait où il y a une mine d'informations. C'est vraiment des petits outils des fois, soit une application smartphone pour vérifier la sécurité sur le chantier, sur les abords du chantier, sur des outils simples de port de charge. Tout ça, ça fait gagner du temps. Monsieur Gossel, ce matin, en parlait. Oui, vous le connaissez, je sais bien. Donc il en parlait. Pardon, je vous ai interrompu, mais ça allait dans le sens, en effet, de ce témoignage-là. On va dans quelques instants partager la parole avec notre public. Tous les sujets que vous évoquez sont évidemment inspirants. Il y aura sans doute des questions. Juste un point encore, si vous permettez. Comment est-ce que vous voyez le monde du travail évoluer? Le point de focal des organisateurs de ce colloque était fixé à 2030. Ce sera comment, selon vous, en 2030? Plus de risques du tout pour la santé parce qu'on aura réglé toutes ces questions? Alors je sais que je provoque un peu, mais on est là aussi pour réfléchir et peut-être pousser des choses pour avancer un peu plus vite. Plus de risques. Je ne pose pas de colle, on est là pour bavarder. Plus de risques, je ne pense pas. D'autres risques, oui, incontestablement. Et encore une fois, une façon de travailler qui va évoluer, vraiment. Et on le voit parce que les nouvelles générations sont très attachées aux conditions de travail et ils nous poussent, et ils ont raison, à regarder et à adapter le monde du travail aussi à ce qu'eux attendent. Et ça, c'est le défi de demain. Et on sent le vécu parce que, alors je sais que vous recrutez beaucoup de jeunes, notamment des alternants, et donc vous voyez les profils évoluer aussi. Ce sont des demandes, ce sont presque je mets des guillemets quand même, des revendications. Il faut que je sois bien là où alors des revendications, je n'irai pas jusque-là. Je pense que des aspirations, mais c'est aussi lié au fait que c'est une génération qui aujourd'hui pense que le travail c'est important,
mais que les conditions dans lesquelles on le fait sont plus importantes. Surtout qu'il y a des trucs encore plus importants à côté du travail. Voilà. Alors on n'est pas. Mais c'est un peu... alors, mais il n'y a pas de, sans porter de jugement. On change de paradigme simplement. Une fois, et là, il faut c'est à nous de nous adapter. Moi, je suis allée dans un atelier il n'y a pas longtemps et alors, avec un jeune, il était formidable. Et il avait posé son smartphone sur la servante. Et je lui dis, vous vous rendez compte, vous faites tomber quelque chose. Mais pour lui, il me dit, ah oui, mais il n'y avait pas pensé, mais c'est comme ça. Donc ça aussi, ça a changé. Donc il faut quand même les accompagner aussi. Oui, il faut les accompagner. Dans le BTP, dans les toutes petites, comment on voit évoluer ce monde du travail? Et vous, quelle est votre vision 2030, peu importe, mais... Alors, de plus en plus de robotisation et de numérique dans tous les métiers, ça c'est sûr. Des risques encore, effectivement, d'autres risques liés effectivement à l'utilisation des nouveaux matériaux, des nouveaux process et des nouveaux outils aussi. Et donc, je pense qu'on pourra reparler d'autres risques et d'autres préventions parce que la prévention, elle continuera et on doit tous... Et vous pensez qu'on est plus mature dans l'accompagnement pour justement implémenter ces nouveaux dispositifs en y mettant tout de suite cette dimension prévention? Je pense qu'on en parle plus, c'est plus un enjeu de société. Et effectivement, on parle de qualité de vie au travail, de ce qu'il y a autour. Donc, il y a des choses qui commencent à être bien ancrées dans les mentalités, mais ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de faire de la prévention. Il y aura toujours du boulot, mais on avance positivement. Mesdames, Messieurs, est-ce que vous souhaitez interpeller nos deux invités qui nous font la gentillesse de clore ce colloque par cette conversation, une fois, deux fois? Est-ce qu'il y a... Alors je vois pas bien, c'est vrai qu'on est un peu ébloui, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais c'est pas facile à percevoir. Il n'y a pas de questions? Impressionnant. On va... Une fois, deux fois? Avant de vous remercier pour clore ce dialogue, une interpellation encore. La santé et la sécurité resteront par définition un sujet majeur. On en est conscient, vous venez de le dire, pour tout le monde. Ce sera encore vrai en 2030 et bien après. Quel est alors, selon vous, le principal levier sur lequel on doit agir sans discontinuer pour mieux éviter encore les risques d'altération de la santé des individus en raison de leur exercice professionnel, quel qu'il soit? C'est quoi finalement, quelle est la responsabilité de chacun de nous finalement, en tant qu'humain responsable, chef d'entreprise, DRH, mais aussi en tant que personne pour avancer sur cette question et que ce soit finalement plus un sujet? La prise de conscience qu'on a tous à y gagner, je pense. Voilà, l'opportunité. Donc encore une fois, c'est en discuter, c'est d'être ensemble pour en discuter. Madame Notaire. Continuer la prévention, quelle qu'elle soit, dans tous les domaines. Parce qu'en fait, la prévention par la formation, par le dialogue, vous l'avez dit, madame, je pense qu'il n'y a que ça qui peut faire qu'on avance. J'aurais dû compter le nombre de fois qu'on a dit le mot dialogue, mais je pense que c'est celui qui gagne aujourd'hui, à part santé, prévention et sécurité, bien sûr. Mesdames, on vous remercie infiniment d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Merci. C'était très agréable de vous interroger.